Philippe travaille à la PAS depuis de nombreuses années. Il était même à la création de la PAS. Il pourra en reparler peut-être très rapidement. Donc on a voulu vous évoquer cette question de l'innovation frugale. Je vais aller très vite sur les deux premières. Qu'est-ce que c'est que l'innovation frugale? C'est simple, c'est faire mieux avec moins. C'est une réponse simple et efficace à un besoin réel qui n'est des fois pas forcément identifié, un minimum de moyens dans un contexte de rareté des ressources. Et l'idée, c'est de créer davantage de valeur avec un juste coût, pas le moindre coût, mais un juste coût. Voilà, faire le mieux possible avec le moins ou la juste dépense. Et rapidement, l'innovation frugale repose sur l'innovation inversée, reverse innovation, qui est en fait une innovation qui naît d'abord des pays émergents pour arriver dans les pays industrialisés. Et l'exemple souvent cité, c'est celui du paiement mobile. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de carte bleue, et donc c'est là qu'ont été mis en place ces systèmes qu'on utilise maintenant partout, de paiement par téléphone. Et donc, c'est déployé dans le système de santé. On fera une journée là-dessus, donc je ne vais pas approfondir à ce stade cette réflexion, mais sachez que dans l'article très important de Michael Porter dans Harvard Business Review, on évoque cette question de l'innovation frugale et des unités de pratique intégrées que sont les PAS. Bonjour, donc Philippe Bordon. Oui, j'étais à la création de la PAS il y a de nombreuses années, puisque c'était en 1993 où il y avait un regain de précarité à Paris. Cette précarité, c'est pas démenti. Aujourd'hui, le sujet est plus sur les migrants. À l'époque, c'était les SDF qui avaient du mal à accéder aux soins. J'ai un pied en ville, un pied à l'hôpital, donc comme ma consoeur, j'ai cette vision des choses et j'ai beaucoup de choses à partager. Je vais essayer de condenser les introductions, si on peut dire. Alors vous voyez Navi Raju, qui est un Indo-haïtien, si j'ai bien compris, francophone, qui est passé par les plus belles universités du monde, LSE, Harvard, etc. Et qui a essayé de théoriser un petit peu le jugad, l'art de concevoir des solutions ingénieuses avec peu de moyens. C'est ce que vous exprimait Claire. Alors comment faire plus? Faire plus, c'est faire un meilleur soin. Alors qu'est-ce que le meilleur soin, puisque nous avons vu une intervention tout à l'heure qui avait l'air de signaler que le soin était peut-être quelque chose qui était circonscrit. Pour moi, le meilleur soin, c'est un soin qui est plus rationnel, qui est de santé, qui est efficient pour le patient, mais aussi pour le système de soins, et qui peut permettre à terme une meilleure intégration sociale, une meilleure santé. Avec moins, c'est, on le sait, plutôt moins de budget, donc c'est utiliser les ressources existantes. Produire un soin adapté, c'est qu'il soit adapté... Oui, pardon. C'est que le soin soit adapté à la fois au patient. Ça peut être à sa demande, mais ça peut être aussi à ce que l'on peut lui apporter. Il peut y avoir une différence entre sa demande et en réalité ce que le système de soins peut lui apporter, les capacités médicales à guérir ou pas, etc. À l'institution et à l'État, c'est une responsabilité globale. Alors les ressources qui sont sous-exploitées, puisque dans le jugad, l'idée c'est de dire nous n'avons peut-être pas les ressources de budget, nous n'avons peut-être pas toutes l'aspect pléthorique de certains pays très dotés. On voit que les pays même très dotés comme les nôtres commencent à s'essouffler. Et donc quelles sont les ressources sous-exploitées? On a le temps. Par exemple, quand on ne prend pas le temps et que l'on prescrit un examen parfois inutile qui demande un temps d'attente important et qui viendra juste remplir un catalogue médical, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça augmente le coût, ça diminue l'efficacité, ça ralentit la prise en charge. Le problème du temps, c'est qu'il n'est pas facturé. Donc, effectivement, il est très médiocrement facturé, puisque aujourd'hui, avec la T2A et la manière dont on prend en charge les soins, il faut des actes techniques. Qu'est-ce qui n'est pas très exploité? C'est le lien. On l'a vu, le lien et la communication entre les différents acteurs sont absolument essentiels et permettent de gagner à la fois en analyse et en qualité de vision des choses et de parcours de soins. L'intelligence, car chacun dans son coin possède une intelligence pratique, théorique d'un métier ou d'un autre. Ce sont les compétences variées et complémentaires, donc vous l'avez vu, médicales, sociales,
et également administrative, puisque le soin ne se conçoit pas sans que finalement l'administration et l'institution ne soient impliquées. Il y a aussi l'heuristique qui se dégage de cette prise en charge globale. Vous savez que ce fonctionnement humain, cette capacité à avoir une vision globale des choses, eh bien, quelque part, le corps, en créant lien et communication, retrouve une forme d'heuristique. Le corps soignant. La création de sens pour tous, ça a été dit, c'est la probabilité de voir non seulement des patients ayant compris leurs soins, adhérant aux soins et donc étant plus attentifs et plus observants. Et puis, on l'a vu, nous, on a, je pense, des records de longévité dans le service, à commencer par la mienne. Nos infirmières qui ont travaillé dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer, qui sont d'une dévotion incroyable et qui sont toujours là. Et je crois que ce qui joue, c'est le sens. Le sens du soin, le fait qu'elles savent qu'elles participent à quelque chose de bien, dans des conditions parfois difficiles, mais finalement qui ont du sens et pour le patient et pour elles aussi. Parce qu'on voit bien qu'aux urgences, actuellement, il y a peut-être du sens pour les patients, mais plus pour les soignants. C'est une problématique que l'on voit en permanence. Alors, les grands points de Jugad, c'est réduire l'écart entre l'offre et la demande. Donc, c'est utiliser le capital humain, les compétences locales d'abord, potentialisées par le travail commun. Évidemment, local ne voulant pas dire coupé de l'extérieur de l'hôpital ou des institutions. C'est surmonter la rareté. Surmonter la rareté, c'est la rareté budgétaire à commencer. C'est construire un soin plutôt qu'appliquer un soin qui serait poussé hors sol. Il ne s'agit pas d'appliquer un arbre décisionnel qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui est dans une situation où finalement, on l'a vu, les conditions d'hygiène ne seraient pas remplies. Surmonter la rareté, ensuite c'est valoriser les déchets. Alors qu'est-ce que sont les déchets? C'est ce qui n'est plus valorisable, on va dire, ce qui n'est plus monétisable, donc ça va être l'humain. C'est dénouer des situations complexes que tout le monde se rejette, qu'on met un petit peu de côté parce qu'elles viennent encombrer ou faire nombre dans la file active d'un centre et le rendre plus difficile d'accès et moins performant. Et puis, le quatrième point développé par Naviraju, c'est construire des réseaux collaboratifs. C'est ce qu'on pourrait appeler du décloisonnement. Donc, on l'a cité, entre soignants, avec les travailleurs sociaux, avec les réseaux des patients eux-mêmes, hein, ça peut être leur famille, des amis qui viennent traduire, etc. Les administratifs, l'institution, aller jusqu'à l'État. Et partant des interactions de tous ces acteurs, on peut créer ce soin. Il y a de la bienveillance, il y a de la compétence, il y a de la rationalisation et, comme je le disais l'autre jour à Claire, sans pathos. C'est-à-dire on ne va pas les ramener à la maison, on n'est pas dans quelque chose de larmoyant en disant qu'il faut sauver tout le monde, mais on essaye d'apporter quelque chose de constructif et de qualitatif, quelles que soient les conditions. Alors on pourrait faire une énumération à la Prévert qui correspondrait à toutes les vertus ou tout ce qu'on peut remarquer dans le fonctionnement, qui existe dans le fonctionnement partout, mais qui peut être malheureusement cloisonné, parcellaire, trop peu présent. Donc il y a un travail d'analyse qui est fait par tous les acteurs, un travail de compétence, un travail d'accompagnement, parce que les patients ressentent un ancrage. Ils peuvent suivre un soin de pas à pas, grâce à cet ancrage, sans pour autant que cette bienveillance devienne une seconde maison où ils se laisseraient porter complètement. C'est la pédagogie. Comment travailler à expliquer, à faire progresser ce soin. C'est la mise en musique des soins, c'est être veilleur pour la société, veilleur pour l'hôpital, se rendre compte qu'il y a des flux de dialysés qui arrivent de manière extrêmement conséquente dans les hôpitaux français et qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ce problème. C'est décloisonner, on l'a dit. C'est l'humanité sans pathos, c'est être citoyen, c'est être tous impliqués, avoir du sens, je l'ai déjà dit, l'heuristique, et puis une adaptation médicale, sociale, budgétaire et autres. Voilà, j'en suis aux redites, donc je crois qu'il est temps que je passe la parole. Je t'en rends la parole, Claire. Merci, je vais terminer rapidement en parlant de quelque chose que j'ai envie d'écrire. Ça
ça fait 2 ans que j'ai cet article en tête, mais voilà, donc j'en parle, ça me obligera peut-être à le rédiger avec Daphné. Voilà, cette idée que l'EPAS, c'est peut-être la stratégie océan bleu du système de santé. C'est une notion qui est plutôt utilisée dans les entreprises, et c'est l'idée évidemment que les entreprises sont en concurrence. Pour gagner des parts de marché, il faut soit faire du low cost, mais évidemment la qualité est moindre, mais c'est moins cher, ou alors si on veut faire de la qualité, il faut faire des prix élevés. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est pas satisfaisant parce que les personnes qui n'ont pas les moyens ne pourront pas avoir la qualité, et puis d'un autre côté, on peut avoir accès à des choses, mais sans la qualité, et donc l'un et l'autre ne sont pas forcément satisfaisants. Et finalement, l'océan rouge, c'est le contexte concurrentiel. Et on sait bien, même si la T2A n'est pas la cause de tous les maux, on sait bien quand même, comme on l'a dit en introduction, le caractère inflationniste et concurrentiel que génère ce mode de tarification. C'est-à-dire que ça met un petit peu les uns et les autres en concurrence, alors même qu'on devrait être en collaboration. Et voilà, les illustrations, burning out, c'est la situation de souffrance qu'on trouve actuellement. Burning out, ça a été tourné dans notre hôpital. Et puis cette question de le taylorisme, le fordisme de la médecine, et finalement qui ne génère que des dommages, en particulier souffrance chez les soignants. Alors la petite image du hamster qui fait tourner une roue, là c'est un bonhomme, c'est Frédéric Pierru qui m'en avait parlé il y a plusieurs années, et je trouve qu'elle est assez illustrative de la situation actuelle. Alors nous, en PAS, on essaye justement d'avoir une autre approche, c'est-à-dire être plus sur un cercle vertueux qui va entre la qualité des soins, la qualité de vie au travail, reconnaissance des patients, et prendre le temps quand c'est nécessaire, retrouver du sens, travailler ensemble, travailler en équipe. Voilà, c'est ça l'idée de l'océan bleu du système de santé qu'on a envie de porter. Et justement, le concept de l'océan bleu, c'est d'aller sur une innovation valeur. C'est une innovation idéale qui associe à la fois des coûts qui diminuent et plus de valeur pour l'usager, pour nous, le patient. Et étonnamment, finalement, on retrouve ce qu'on a écrit dans soigner l'humain, le juste soin au juste coût, la pertinence et l'efficience. Peut-être cette idée qui était identifiée par Alexandra Ambion, une généticienne de Necker, qui est venue à l'inauguration, enfin au lancement du livre, alors qu'elle est généticienne, chercheuse de pointe, etc., elle avait identifié cette idée que l'EPAS, c'était peut-être une réponse globale et durable, faite de temps, de compétences, de soins adaptés et de prévention. Donc voilà, l'innovation frugale, globale et durable, c'est peut-être l'humain dans le soin. Merci beaucoup.